Il est 20h à Kinshasa, 1 heure de plus à Osio, à 90 km de Kisangani. C'est l'heure de vous informer. Voici les grandes articulations de ce journal. Inga 3 va au-delà du seul cadre de la RDC. Il a besoin de tous pour sa réalisation. Les ambassadeurs des pays membres du G7 ont été mis devant l'immensité du projet et ils sont prêts. Les contours, vous le cernerez dans ce journal. Les opérations conjointes UPDF FARDC contre les ADF et les groupes armés locaux se feront selon un protocole révisé. Un mémorandum réadapté a été signé par les chefs d'état-major généraux de la RDC et de l'Ouganda à Kinshasa. Des images qui rassurent sur l'avenir de l'autonomie alimentaire de la RDC. Kenya Makasese est à l'heure de la moisson, une récolte qui pulvérise les limites et impactera les marchés au grand bonheur des consommateurs congolais. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. La tradition de chaque vendredi a été respectée au gouvernement. Les membres de l'exécutif national se sont retrouvés autour du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la réunion du Conseil des ministres. Parmi les points évoqués figurent le contrôle systématique de documents et titres des voyages pour faire face aux menaces terroristes. Noéla Ayeganagato, ministre de la Jeunesse et de l'éveil patriotique, nous fait le compte-rendu. Voici un extrait. Face à la recrudescence des menaces sécuritaires liées à la mobilité transnationale des groupes terroristes, le président de la République tient au renforcement du contrôle des documents et titres de voyage qui apparaît comme une priorité majeure pour tout État soucieux de garantir la sûreté de son territoire. L'expérience des dernières années démontre que la falsification, la contrefaçon ainsi que la fraude documentaire constituent des leviers privilégiés pour l'infiltration des personnes radicalisées à des fins criminelles. Dès lors, a-t-il insisté, la vérification rigoureuse de l'authenticité des passeports, visas et autres titres de séjour devient un impératif sécuritaire majeur. Dans ce cadre, le gouvernement américain a interdit aux ressortissants de 12 pays l'entrée aux États-Unis pour protéger le pays de terroristes étrangers. Au regard des dernières mesures annoncées par les États-Unis d'Amérique, classant la République démocratique du Congo parmi les pays de la zone jaune, avec un délai de 60 jours pour corriger des faiblesses dans les systèmes de contrôle de documents ou coopération dans les procédures de retour. Le président de la République a insisté sur la nécessité de prendre des mesures correctives, concrètes, pour éviter les risques de voir notre pays basculer vers une interdiction totale de visa américain. Obtenir un fichier fiable et la maîtrise du personnel des ambassades de la RDC un peu partout dans le monde, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a lancé en Belgique l'opération d'identification du personnel diplomatique. Nadine Kilocho. Bruxelles, le 20 juin 2025, dans le cadre de la réforme en profondeur de la fonction publique, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a procédé au lancement officiel de l'opération d'identification biométrique des agents de carrière de l'État en service dans les missions diplomatiques et consulaires de la République démocratique du Congo. L'opération que nous lançons aujourd'hui, en collaboration étroite avec le ministère des Affaires étrangères, constitue une étape essentielle qui permettra notamment de constituer un fichier de référence fiable et sécurisé, des FRAP, assainir les listings des agents en poste à l'étranger, mettre un terme, je l'ai dit tantôt, aux irrégularités et aux situations administratives ambiguës de nos agents à l'étranger. Cette opération inédite déployée depuis Bruxelles concerne l'ensemble des représentations diplomatiques congolaises réparties sur les 5 continents. C'est la première fois depuis l'indépendance qu'un tel recensement biométrique est initié à l'échelle internationale pour les agents publics en poste à l'étranger. L'identification biométrique des diplomates constitue une avancée significative vers la construction d'une diplomatie moderne, professionnelle et crédible.
L'objectif est clair, assurer une maîtrise réelle des effectifs, lutter contre les doublons et les cas d'agents fictifs et renforcer la transparence dans la gestion des ressources humaines de l'État, y compris dans les postes extérieurs. Le corridor de Lobito, comment définir le modèle économique de ce projet en gestation et comment envisager le lancement d'études de préfaisabilité? Eh bien, le vice-premier ministre, ministre des Transports et votre communication, Jean-Pierre Bemba, a présidé une réunion de haut niveau pour ce faire. Regardez. Les projets du corridor de Lobito, infrastructure régionale majeure visant à faciliter les transports et les commerces entre l'Afrique centrale et australe, franchis une étape décisive. Tenez, les vice-premiers ministres en charge des transports et voies de communication, Jean-Pierre Bemba Gombo, a présidé aux côtés des ministres des infrastructures, Alexis Guizarro, une réunion de haut niveau consacrée à la définition du modèle économique des projets et au lancement de l'étude des préfaisabilités. Les discussions se sont tenues en présence des représentants de l'Union européenne, notamment les premiers secrétaires de la délégation de l'UE en RDC, William Lindbergh, ainsi que de l'ambassadrice des États-Unis en RDC, Lucie Temlin. Des experts issus des différentes parties prenantes ont également pris part à la rencontre. On espère avancer le plus rapidement possible. C'est une priorité pour tout le monde, en fait. Donc, on est très engagé de le faire avec nos partenaires. Les résultats provisoires de l'étude de préfaisabilité sont attendus pour septembre, avant une version finale prévue en octobre. À cette échéance, les parties espèrent disposer d'un modèle économique définitif assorti d'un calendrier clair pour le déploiement opérationnel du corridor. Les corridors de Lobito, portés conjointement par la RDC, l'Angola et la Zambie, ambitionnent de devenir un moteur d'intégration économique régionale en facilitant les transits des minéraux et des marchandises depuis l'intérieur du continent vers les ports maritimes. Opération conjointe contre les ADF et autres groupes armés locaux en Ituri et au Nord Kivu. Les chefs d'état-major général des FARDC, le général Jules Banza Mwilambwe et son homologue ougandais ont signé le mémorandum d'entente révisé et actualisé après une séance de travail à Kinshasa. Rappelons que le général Muhoozi Kainerugaba, chef des forces de défense du peuple ougandais, est arrivé à Kinshasa vendredi dernier. Regardez. Le général d'armée Muhoozi Kainerugaba, chef des forces de défense du peuple ougandais, UPDF, et le lieutenant-général Banza Mwilambwe, Jules, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, ont signé ce vendredi 20 juin 2025 le mémorandum d'entente révisé sur les opérations conjointes Shuja contre les terroristes ADF-MTM. Le nouveau mémorandum d'entente, réactualisé en fonction de l'évolution actuelle de la situation sur le terrain, prévoit le renforcement des opérations contre les ADF sur le terrain et leur élargissement dans le territoire de Mombasa en Ituri. Ces opérations conjointes seront également étendues contre les groupes armés auteurs de l'insécurité dans la province de l'Ituri, plus particulièrement dans les territoires de Djougou, Irumu, Mahagi et Aru. Pour appuyer ces opérations, il a été décidé le maintien de l'équipe conjointe de renseignement. L'autre point inscrit dans le nouveau document est la sécurisation conjointe des travaux de réhabilitation de la route Kassindi-Beni-Butembo. Le communiqué final de cette rencontre, qui a été précédé de la réunion des experts, est présenté ici par le général-major Ilungampeko Edmond, chef d'état-major adjoint de la force terrestre des forces armées de la République démocratique du Congo. Les chefs des forces de défense du peuple ougandais, le général Muhoozi Kainerugaba et le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant-général Banza Mwilambwe Jules, se sont rencontrés à Kinshasa, en RDC, le 20 juin 2025. Cette réunion de haut niveau, qui s'inscrit dans le prolongement de la révisitation des opérations conjointes en cours, visait à renouveler et modifier le mémorandum d'entente du 5 novembre 2021 en rapport avec les opérations en cours contre les terroristes ADF-MTM et à discuter d'autres engagements bilatéraux essentiels en matière de défense et de sécurité.
Fin mission du vice-premier ministre, ministre en charge de la Défense nationale et des anciens combattants dans les Grands Équateurs, 13e région militaire. Maître Guy Kabombo Modianvita a bouclé son périple au camp Mouchi par une causerie morale avec les unités au cours d'une parade à Mbandaka. Je reste au Fondji. Le Grand Équateur dit au revoir au vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Le camp Mouchi, dernière étape de sa visite, Maître Guy Kabombo Modianvita a tenu une causerie morale lors d'une parade des unités de la garnison de Mbandaka avec toutes les unités pour crever l'abcès qui gangrène cette région militaire. Les hommes en uniforme ont eu l'occasion d'exposer leurs difficultés au VPM, le premier à leur offrir cette proximité. Maître Guy Kabombo Modianvita a promis séance tenante de prendre en compte ses préoccupations dans la politique de défense qui est déjà en cours d'élaboration. Dans un vaste programme de réforme et de reconstruction des FARDC, il était plus que nécessaire pour le VPM de la Défense nationale et des anciens combattants de s'enquérir de la situation opérationnelle, d'actualiser et d'évaluer les conditions d'exercice des FARDC dans cette région du nord-ouest de la RDC. Partout où il est passé, Maître Guy Kabombo Modianvita a souligné l'importance d'une armée unifiée derrière le commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après avoir visité Mbandaka, Boende, Lissala, Gemena et Guadolité, 13e région militaire, zone stratégique pour les FARDC, Maître Guy Kabombo Modianvita a regagné Kinshasa ce samedi 21 juin. Et ça faisait 3 ans que ça durait, les conflits entre les communautés Mbole et Lengola dans la Tchopo. Ce samedi, à Osio, au sud-ouest de Kisangani, et sur la rive gauche, le rituel a été fait et la hache de guerre a été enterrée. Le VPM de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacques Chabani, a présidé la cérémonie qui scelle le pacte de paix en présence de plusieurs autres autorités nationales et provinciales. Bobo Anan Mokondi pour le commentaire. Désormais Osio, localité située à 17 km à la rive gauche du fleuve Congo, au sud-ouest de Kisangani, est le symbole des pays pour les communautés Mbole et Lengola. C'est là où le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, de la Décentralisation et des Affaires coutumières a présidé la cérémonie rituelle scellant la réconciliation de ces deux peuples des territoires d'Ubundu et d'Opala, dans la province de la Tchopo. Le gouverneur Paulin Lendongolia, à la tête des autorités politico-administratives, a rehaussé de sa présence cet événement historique. Et c'est aux côtés des officiers venus de Kinshasa, aux côtés desquels le ministre, députés nationaux, cadres du ministère et les notables du coin. Séance tenante, un rituel a été organisé afin de sceller la volonté d'enterrer la hache de guerre. Et le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Lukou Jacques Chabani, a pour sa part souligné l'implication personnelle du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans l'aboutissement de ce processus de paix. J'invite toutes les communautés à passer directement aux actes concrets. Il s'agit principalement de la libération des villages occupés, la réinstallation des peuples dans leurs milieux respectifs d'habitation, et cela dans la paix et la tranquillité, ainsi que la reprise des activités agricoles par toutes les communautés. Après 3 ans de désaccords, et l'Angola vont à nouveau vivre ensemble. Ce pacte est concrétisé à travers une série d'engagements contenus dans le message lu devant l'assistance, à savoir la sensibilisation pour consolider les acquis et réconciliation de mariages intercommunautaires séparés. Et la diplomatie économique s'active. Inga 3 est un grand levier. La ministre d'État en charge des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner, a appuyé dessus cet après-midi devant les ambassadeurs des pays membres du G7. Elle les appelle au soutien tous azimuts du projet. C'était à la clôture du déjeuner stratégique sur Inga 3 au fleuve Congo. Edith Chala, Patrick Chala. Le projet Grand Inga est devenu un programme de développement de la RDC, bien plus de l'Afrique entière. Il s'aligne sur les priorités mondiales en matière d'investissement durable, d'infrastructures vertes et de sécurité énergétique. Devant les ambassadeurs des pays membres du G7, le directeur général de l'Agence de développement et de promotion du projet Grand Inga, Bob Mabiala, a présenté les nouvelles approches qui préparent le pays à accueillir Inga. L'implication de la population, la création de nouvelles demandes en énergie, la structuration qui prend en compte la complexité du projet et les besoins d'une grande
appropriation internationale. Le directeur des opérations de la Banque mondiale, Albert Zeufak, a salué l'expertise et l'abnégation des équipes qui ont travaillé avant que le conseil d'administration de la Banque mondiale ne valide le dossier. Des questions relatives à l'implication du secteur privé, la cohérence d'Inga avec le corridor de Lobito, mais aussi avec les zones économiques spéciales ont été posées et le directeur de cabinet adjoint du président de la République, André Wameso, a répondu à quelques-unes en complément du directeur général de l'ADEPI. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Coopération internationale et francophonie, Thérèse Kaikwamba, a clôturé les débats en appelant au soutien du G7 au projet. Le projet Grand Inga n'est pas une infrastructure ordinaire, comme nous l'avons déjà entendu à plusieurs reprises. C'est une solution transformationnelle dotée d'un potentiel estimé à 42 000 MW qui le hissera parmi les plus grands barrages hydroélectriques au monde une fois réalisés. C'est pourquoi je sollicite aujourd'hui l'appui continu des pays du G7 pour inscrire le projet Grand Inga comme priorité stratégique dans votre agenda en 2026 et bien au-delà. Selon le représentant du Canada, le projet tel que présenté s'aligne parfaitement avec les objectifs de la présidence canadienne du G7. Et dans la foulée, il a sensibilisé sur la nécessaire prise en compte du genre dans la mise en œuvre du projet. 2 milliards de dollars américains, c'est le montant global des accords de financement conclus entre la République démocratique du Congo et la Banque mondiale. L'enveloppe sera injectée au développement de Inga 3 et l'appui budgétaire sur la gouvernance et la résilience économique. La signature a eu lieu aujourd'hui dans la salle de congrès du centre financier à Kinshasa. Sylvie Moembo, Ibrahim Chakou. Cette signature des accords de financement entre la République démocratique du Congo et la Banque mondiale s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement porté par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils traduisent les engagements contenus notamment dans le pilier 1 relatif à la création de plus d'emplois et à la protection du pouvoir d'achat des ménages, notamment par la stabilité du taux d'échange, ainsi que dans le pilier 5 consacré au renforcement de l'efficacité des services publics à travers une meilleure gouvernance et des investissements ciblés dans les secteurs prioritaires. Ces accords concernent 5 projets majeurs portant notamment l'appui budgétaire sur la gouvernance, la transparence et la résilience économique pour un coût de 600 millions de dollars américains, la résilience contre les inondations urbaines, 200 millions de dollars américains, le développement du transport et de la connectivité équivaut à 440,2 millions de dollars américains et l'appui à la transformation numérique, 400 millions de dollars américains. Sur le développement d'Inga 3 qui évalue à 250 millions de dollars américains. Les provinces qui attendront la construction du barrage pourront bénéficier avant même qu'on commence à construire les barrages. Parce que nous allons améliorer le capital humain par la formation des génies congolais qui vont travailler dans la construction du barrage, mais améliorer également les infrastructures de base, les écoles et les centres de santé, les hôpitaux. Cet appui est le premier d'une série de 2. Il est passé de 500 à 600 millions de dollars américains pour couronner, selon le directeur des opérations de la Banque mondiale, Albert Zeufak. Les 5 projets approuvés par le conseil d'administration du groupe de la Banque mondiale représentent le fruit d'un effort mené par les équipes de la Banque mondiale et du gouvernement de la RDC. Cette signature a connu la participation du ministre d'État en charge du budget, Aimé Boji Sangara, du ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, Denis Luamba, des vice-ministres des Finances et du budget, des experts des ministères sectoriels ainsi que de la délégation de la Banque mondiale. C'en est fini avec la 40e Assemblée générale de la 38e conférence annuelle du cercle de réflexion, d'échange et des dirigeants de l'administration fiscale CREDAF à Kinshasa, conférence clôturée par la vice-ministre des Finances au Né-Jeune-Célé, Jean-Pierre Ndolo-Demazou. Les nouveaux défis, fiscalité environnementale et des ressources naturelles, fiscalité et genre et fiscalité internationale, c'est le thème de cette 40e Assemblée générale de la 38e conférence annuelle du cercle de réflexion d'échange des dirigeants de l'administration fiscale CREDAF, dont les travaux se sont clôturés jeudi 19 juin 2025 à Kinshasa et qui ont duré 3 jours. Plus de 20 pays et organisations ont participé à cette rencontre organisée par la Direction générale des impôts de la RDC en collaboration avec le CREDAF. Une rencontre qui a permis aux participants de jeter des bases pour une organisation efficace
comme l'a si bien dit le directeur général de la Direction générale des impôts, Barnabé Mwakadi Mwamba. Cette 38e conférence annuelle a été, sans contexte, un moment propice pour l'organisation fiscale de s'enrichir mutuellement sur les nouveaux défis fiscaux. Barnabé Mwakadi Mwamba, à qui le président du CREDAF, Ludovic Itoua, a passé le bâton de commandement, préside désormais aux destinées de cette organisation. Il a invité les responsables de l'administration fiscale à présenter leur candidature à l'accueil de la prochaine Assemblée générale pour doter le bureau exécutif du CREDAF d'un vice-président. Pour le secrétaire général du CREDAF, cette conférence sort de l'ordinaire. Une fiscalité intelligente, équitable et moderne est indispensable à la transformation de nos économies, à la réduction des inégalités, à la transition écologique et à l'atteinte des objectifs de développement durable. La vice-ministre des Finances a loué l'organisation des présentes assises du CREDAF et a invité au respect des défis et perspectives dégagés. Je formule donc le vœu que ces défis majeurs ainsi identifiés lors de ces travaux et les principales perspectives dégagées puissent être véritablement prises en compte pour révolutionner nos systèmes fiscaux. Des ateliers et colloques ont meublé cette 38e conférence du CREDAF qui s'est terminée sur une note gaie, la soirée de gala organisée par la Direction générale des impôts. Et ce communiqué, le premier président de la Haute Cour militaire invite tous les personnels de la justice militaire du siège du ressort du Sud Kivu en séjour à Kinshasa à se présenter le lundi 23 juin 2025 au siège de la Haute Cour militaire sur l'avenue Chaumba numéro 289 dans la commune de la Gombe. La présence de chacun est obligatoire, faite à Kinshasa le 20 juin 2025. Le premier président de la Haute Cour militaire, Mutombo Katalai Tiende Joseph, lieutenant général. L'accès permanent à l'électricité, l'un des facteurs de développement et de la relance économique dans les milieux ruraux, eh bien, c'est dans cette logique que le FPI vient de signer un partenariat stratégique avec ANSER. Les détails avec Alain Bikaï. Cette signature des protocoles d'accord de collaboration vise à soutenir et à promouvoir les initiatives de développement de l'industrie à travers un accès accru des entreprises à l'électricité dans les milieux qui font face à déficit énergétique criant. La démarche vise à augmenter la desserte en électricité dans les 45 territoires en faveur de la population. Il ne saurait y avoir d'industrialisation sans énergie fiable. Et il ne saurait y avoir des progrès ruraux sans une activité économique soutenue et encadrée. C'est dans cette logique que ces partenariats entre les FPI et l'ANSER prend toute son âme. Les FPI et l'ANSER vont mutualiser les ressources afin que chaque partie joue son rôle dans le but d'assurer le développement socio-économique des communautés bénéficiaires ainsi que la relance des économies locales à travers l'implantation des pôles de croissance sur les axes stratégiques du territoire national. Une telle vision vise l'autosuffisance alimentaire et la lutte contre l'exode rural. Dans ces zones-là, le taux d'électrification n'est que de 1%. Et c'est même ça qui justifie le fait que ces territoires restent des zones sous-développées. Malgré de nombreux engagements et interventions du gouvernement et de leurs partenaires au développement, les défis qui se posent quant à la desserte de l'énergie électrique en République démocratique du Congo subsistent encore. Ce protocole de collaboration signé ce jour portera des réponses appropriées en vue d'appuyer la vision du gouvernement de la République démocratique du Congo qui entend diversifier son Une moisson au-delà des prévisions. Eh bien, le service national va déverser dans le tout prochain jour un important stock de farine de maïs. Cédric Enina nous amène à Kanyamakasese pour constater cette moisson abondante. Regardez. Les pouces levés en signe de victoire, la récolte a été plus qu'abondante. Le lieutenant général, commandant du service national, Jean-Pierre Kassongo Kabwik, est plus que satisfait. Des montagnes de maïs à perte de vue. Plus de 25 000 tonnes attendues, des dépôts saturés et une récolte qui ne faiblit pas depuis mars. Au cœur de cette prouesse agricole, le service national avec à sa tête le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabwik,
qui supervise personnellement l'opération. Les drapeaux nationaux hissés au sommet de cette moisson abondante n'est pas un symbole vain. C'est tout un message de souveraineté, de l'autosuffisance alimentaire et de la discipline dans la production. Ce qui se passe à Kanyama-Kasese est tout simplement incroyable. Un modèle à suivre pour l'ensemble du pays. En plus, Kanyama-Kasese, ce n'est pas qu'un centre agricole, tout un laboratoire de la Renaissance nationale, grâce aux bâtisseurs hier Kolona, aujourd'hui, utile pour une nation. Debout et prospère. Ceci dit, l'indépendance commence tout d'abord par l'autosuffisance alimentaire. Et Félix-Antoine Tshisekedi l'a bien intégré dans sa philosophie politique. La souveraineté se cultive. Au service national de généraliser ces modèles. Lutte contre la corruption, eh bien, il faut carrément mettre en place des mécanismes digitaux pour mieux détecter la corruption à tous les niveaux. C'est l'une des recommandations formulées à l'issue de l'atelier de lutte contre la corruption organisé à l'attention des parlementaires congolais. Eric Abamba. Autour de ces tables bien disposées, des députés nationaux, sénateurs et membres de plusieurs institutions impliqués dans la lutte contre la corruption, sous l'initiative de International Development Law Organization IDLO, qui est une organisation intergouvernementale mondiale exclusivement dédiée à la promotion de l'état de droit et présente dans plus de 90 pays du monde. Ces participants réfléchissent et discutent autour du thème « Quelle législation et quels parlementaires pour une stratégie anticorruption efficace en RDC ?» Objectif, muscler davantage ces parlementaires et faire d'eux des acteurs clés dans ce combat. 3 panels ont été animés au cours de cette longue journée avec de thèmes alléchants qui ont tous tourné autour de la lutte contre la corruption qui menace aujourd'hui le développement de la RDC. Le directeur pays des IDLO, Lik Elebema Elebe, a appelé les participants de ces travaux financés en grande partie par le gouvernement américain à prendre des mesures décisives pour rédiger une loi contre la corruption. Face à cette réalité, il revient aux parlementaires d'endosser un rôle central et productif. Pour le président du réseau des parlementaires contre la corruption, la lutte contre ces fléaux doit être permanente. La matière de corruption, aujourd'hui, n'épargne personne, n'épargne aucune institution, de haut en bas et de bas en haut. 2 panels qui, quelques heures après, ont accouché sur 8 recommandations phares, dont la mise en place de mécanismes digitaux pour mieux détecter la corruption à tous les niveaux. La questeur de l'Assemblée nationale, qui a ouvert ses assises, a rassuré de l'engagement de la Chambre basse du Parlement à veiller avec rigueur sur toutes les recommandations formulées par le participant. Et comment offrir des services lucratifs aux déplacés et réfugiés internes pour leur autonomisation financière? Des stratégies sont mises en place pour y parvenir, à l'exemple de cette table ronde organisée à Kinshasa. Malumbela et Litumba. Promouvoir l'inclusion financière en République démocratique du Congo figure parmi les actions du gouvernement central. Compte tenu de ses prérogatives, le FPM met les bouchées doubles pour offrir le service financier aux réfugiés, déplacés internes et promouvoir leur autonomisation financière. D'où la tenue de ces assises qui ont rassemblé les institutions étatiques, financières, les organismes humanitaires et autres structures autour de l'inclusion financière de réfugiés, déplacés internes et familles d'accueil. Aujourd'hui, je lance un appel vibrant à la création d'une coalition d'action pour l'inclusion financière des réfugiés et des déplacés en République démocratique du Congo. Cette coalition sera une plateforme d'échange, de co-construire et de financement pour bâtir une approche multisectorielle et pérenne. Pour réussir le pari du FPM ASBL, les panélistes ont décortiqué les défis majeurs de l'inclusion financière, les opportunités et ont proposé des pistes et des solutions durables devant faciliter la mise en œuvre du processus de l'inclusion financière des réfugiés et des déplacés internes victimes de la guerre d'agression rwandaise dans l'est de la RDC. C'était également une occasion pour partager l'expérience notamment de la microfinance TID implantée à Butembo et d'autres institutions financières du Sud-Soudan et du Kenya sur le mécanisme de l'intégration économique des déplacés des guerres. Pour cerner les contours de l'inclusion financière, des programmes éducatifs seront prévus
pour permettre aux réfugiés et déplacés internes de s'approprier des compétences afin de mieux gérer les ressources financières, a dit le directeur général du Fonds pour l'inclusion financière, Patrick Congo. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme et son collègue de la Commission nationale des réfugiés ont félicité l'équipe du FPM pour l'organisation de ces cadres de réflexion qui cadrent avec le thème de la célébration de la journée mondiale de réfugiés le 20 juin de chaque année, à savoir solidarité avec le réfugié. Vous le savez, rares sont les familles monoparentales qui parviennent à maintenir un équilibre stable après la perte d'un conjoint. Conscients de cette réalité, les experts ont animé une séance de coaching axée sur l'autonomisation financière de ces familles. Cette activité est organisée dans la salle de conférence de l'INRB. Cédric Enina. Les familles monoparentales éprouvent plusieurs difficultés, notamment celles liées à la gestion du temps, le soutien social, les rendant du coup vulnérables à la précarité et à l'isolement. D'où la nécessité d'un coaching pour restaurer une sorte d'équilibre, pour combler ces vides. Le cabinet de coaching éthique Béni la grâce de la restauration a organisé cette activité pour accompagner les familles monoparentales. Tout ce que nous, les parents monoparentaux, nous devons éviter avec nos enfants, c'est que nos enfants nous déconsidèrent. Nous devons être des complices de nos enfants. Faire de nos enfants, pas remplacer leurs parents, leurs papas, mais faire de ces enfants-là de maîtres de nos vies. Des interventions et exposés des experts aussi édifiants les unes des autres, à l'image de celle de Jean-François Yoman, directeur du cabinet de coaching éthique d'Abidjan, Gisèle Catal du cabinet de coaching éthique GLK et le docteur Ida Chango, coach éthique venu de Paris en France, ainsi que d'autres, ont permis à l'assistance de non seulement cerner l'ampleur de la difficulté sociale due à la monoparentalité, mais aussi à apprendre et à s'adapter et servir à la longue de coach devant une telle situation sociale. Parlons santé avec l'ouverture de la première édition du Congrès international scientifique organisé par le Centre diagnostic EANO, réunissant les professionnels du secteur de santé venus de divers horizons, placés sous le thème « Les avancées scientifiques au service de la santé des populations ». Blandine Wavingana. Au cours de cette première édition du Congrès international scientifique organisé par les centres de diagnostic EANO, les professionnels du secteur médical de la RDC et d'ailleurs ont réfléchi autour de la thématique « Les avancées scientifiques au service de la santé des populations ». Il était question, entre autres, de mettre à jour les pratiques face à l'évolution scientifique. Au cours de cette rencontre, plusieurs intervenants ont partagé leurs expériences dans la recherche, notamment sur les dernières avancées dans la prise en charge des maladies infectieuses, cas de la maladie à virus Ebola et du Mpox. Autre sujet abordé, la malnutrition, l'insuffisance rénale, les maladies métaboliques et non transmissibles, ainsi que les urgences abdominales traumatiques. Pour le directeur général du centre de diagnostic EANO, Alain Moutier, la tenue de ces premiers congrès est de faire rayonner la science en valorisant l'expertise locale et actualiser les connaissances. Le conseiller principal du chef de l'État en matière de santé et du bien-être, Joël Mundadi, qui a ouvert ses assises, accorde une importance particulière à ces congrès et à l'évolution de la science dans la santé. Et donc son Excellence, Monsieur le Président de la République, comme je venais de le dire, tient énormément au renforcement des systèmes de santé. Et il place au centre de ses actions la santé comme facteur de cohésion. Nous sommes là pour soutenir toute initiative qui va dans ce sens-là. Cette rencontre de haute facture scientifique va se clôturer ce samedi 21 juin 2025 au Palais du Peuple. Et ce communiqué, la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, porte à la connaissance de la population qu'un groupe d'arnaqueurs se donne le luxe de solliciter des colossales sommes d'argent auprès de tiers avec promesse de leur octroyer des fonctions, de l'emploi et autres services à partir d'un faux compte Facebook, et ce au nom de monsieur le commissaire provincial de la police de Kinshasa. Par conséquent, ce dernier attire l'attention du public que toute personne qui sera surprise dans cette sale besogne sera interpellée et déférée en justice en vue de répondre de ces actes faits à Kinshasa. Le 18 juin 2025, le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, Kantou Bakoulou Israël, commissaire divisionnaire.
Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Osio, à 90 km de Kisangani, dans la province de la Chopo. Vous êtes sur la RTNC. Ce journal a été rédigé par Gauthier Kiassi et Edith Chala, sous la supervision de Jacques Kababa. À la coordination, Jean-Pierre Ndolo-Demazou, réalisé par Odi Panda et André Ndjeka. L'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h. Jacques Méji, demain 7h, Mireille Ndeke. Je vous souhaite très bon week-end sur nos antennes.